cette réunion se veut l'occasion voilà, d'échanger, de recueillir vos inquiétudes, vos questionnements sur la thématique du changement climatique. Donc, vous le savez, on est aujourd'hui 3 du CRPF pour animer cette réunion, mais nous ne sommes pas des experts du climat. Pas de surprise, moi je ne travaille pas pour le GIEC, donc si vous avez vraiment des questions très pointues au sujet du changement climatique en général, on ne pourra pas vous répondre. L'idée aujourd'hui, c'est surtout qu'on analyse un peu en quoi les données que l'on a sur le changement climatique pourraient impacter la forêt et la gestion forestière, et avec notre expérience et notre expertise forestière, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller de faire ou de ne pas faire pour se prémunir donc, de ces changements qui, sur notre territoire en particulier, mais partout dans le monde, vont évidemment affecter la forêt. Alors, vous avez pu le constater, aujourd'hui, chose rare, on est filmé. Donc, on s'est fait belle. En tout cas, voilà, c'est un monsieur ici présent qui nous a... J'ai pas mis les paillettes. Qui nous a proposé de filmer cette réunion, donc on n'y voyait pas d'inconvénient. Donc ça sera diffusé sur le site internet de la web. Voilà, donc c'est une web TV sur le pays de Figeac et le bassin de vie, on va dire, pas forcément des limites administratives, qui s'intéresse aux problématiques locales. Et donc j'ai pensé que ce sujet, au-delà des propriétaires forestiers, ça peut intéresser aussi des citoyens lambda, et donc du coup j'ai sollicité ces personnes pour filmer et le mettre sur le site de Doc Figeac d'ici une semaine, 10 jours. Voilà, aujourd'hui le public était invité, donc je vous l'ai dit, c'est dans le cadre du post-PDM, donc c'est tous les propriétaires forestiers sur la zone de Soussérac et sur la partie Ségala du Grand Figeac. Alors, de quoi on va parler? D'abord de ce que je vous disais, quels sont les changements attendus, prévisibles par rapport au climat, donc en ce qui concerne les températures et les précipitations, donc les deux principaux éléments qui rentrent après dans la prise de choix au niveau des essences à mettre en place en forêt. Donc quelles seront les conséquences sur nos forêts et qu'est-ce qu'on peut faire face à ces changements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue, nous, de la recherche forestière, et après, d'un point de vue, vous, des propriétaires forestiers. Alors, on va alterner un peu la parole entre Flore, Jean-Pierre et moi, et surtout, dès que vous avez des questions, vous nous interrompez. On n'est pas sur un système de conférence, là, donc on interagit sans problème. Alors, les températures. Donc, on a déjà constaté évidemment l'augmentation des températures, donc depuis notamment les années 90. Donc là, c'est un graphique de Météo France qui montre les écarts à la température moyenne de référence entre les années 1900 et donc 2015. Donc ce que vous voyez en rouge, c'est les écarts positifs, et donc en bleu, c'est les écarts négatifs à la température de référence. Donc on voit évidemment que depuis les années, on va dire 1990, vous avez des écarts à la référence tous les ans et de plus en plus positifs. Donc jusqu'à présent, on tablait les scientifiques et les membres donc, du GIEC, le groupe d'expertise pour le climat au niveau international, dont fait partie Météo France, tablaient sur un réchauffement de l'ordre de 1 à 2 degrés en moyenne annuelle à l'horizon 2100. Donc il faut savoir que selon les dernières tendances et selon les dernières modélisations, on tend plutôt vers du plus 3 degrés en 2100, voire pire si on continue à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je ne sais pas si vous avez vu un article paru assez récemment dans Le Monde où ils alertaient sur plus 7 degrés à l'horizon 2100. Donc là, on rentre dans le catastrophisme, mais il faut savoir quand même que dès à présent, on est sur des tendances d'augmentation quand même assez importantes. Alors, sur Soussérac, Météo France fait des modélisations aussi à l'échelle locale. Donc si on part sur un scénario de stabilité des émissions de gaz à effet de serre, on serait sur une augmentation de la température moyenne de 2,5 degrés. Et si on part sur un scénario vraiment de détérioration et d'augmentation encore des gaz à effet de serre, on serait sur plus 4 degrés.
S'il vous plaît. Oui. Ce graphique et température moyenne a été pris. C'est ce que je vous ai dit, c'est Météo France. Donc ça, c'est des constatations. C'est national, c'est France. Voilà. Merci. Je vous en prie. Donc, ce qui par contre est assez important à souligner, c'est que le changement ne serait pas linéaire dans l'année, c'est-à-dire que ça ne serait pas une augmentation de 2 degrés, quelle que soit la saison, mais ça serait, si on part sur l'augmentation de plus 3, donc qui est un peu le scénario relativement pessimiste, ça serait en fait plus 2 degrés en hiver et plus 5 degrés en été. Avec aussi des températures minimales, vous voyez ici sur le graphique, qui augmenteraient plus que les températures maximales. Donc au final, les impacts, ça serait en hiver, les températures hivernales, finalement qui sont nécessaires, notamment par exemple pour les processus de germination, qui seraient donc beaucoup impactés, qui impacterait donc au niveau phénologique, c'est-à-dire par exemple sur le débourrement, sur les dates de floraison, sur tout ça, qui pourrait donc décaler les dates de débourrement et potentiellement exposer nos forêts de façon plus prégnante aux dégâts de gel. Il faut savoir aussi que les températures hivernales limitent fortement la virulence de certains pathogènes, donc savoir les insectes, mais aussi les champignons. Ça, c'est pour la partie hiver. En été, les températures estivales minimales, donc nocturnes en particulier, sont importantes pour la reprise de certains processus vitaux, donc dans le cadre de la respiration notamment. Et si on a des perturbations sur la fermeture et l'ouverture des stomates, on peut avoir des arbres qui sont en souffrance. La canicule, donc les températures élevées le jour et la nuit, impactent aussi les phénomènes de rosée. Ça, c'est du bon sens. Donc effectivement, si on a moins de rosée, on va avoir plus de difficultés pour les arbres à retrouver des processus physiologiques normaux de photosynthèse. Une évapotranspiration, évidemment, qui sera plus forte, et donc des phénomènes de déshydratation des plantes. Enfin, au niveau des températures maximales, ce qui peut se passer pour certaines espèces, c'est qu'on dépasse des seuils de survie, en fait. Au bout d'un moment, les arbres peuvent supporter une température X, et donc certaines espèces peuvent se voir donc dépasser et atteindre leur seuil de survie. Alors, au niveau des précipitations, alors ce qu'il faut retenir sur les précipitations, c'est que pour l'instant, les modèles sont quand même assez flous et on peut avoir un peu tout et son contraire. Bon. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que globalement, c'est stable sur l'année, les précipitations, selon les modèles. Il y aurait, alors là, localement, ça peut un peu évoluer. Sur les départements côtiers, Météo France pense qu'il peut y avoir quelques baisses. En revanche, ailleurs, voilà, il n'y a pas de tendance vraiment significative. En revanche, c'est un peu comme pour le phénomène des températures, il pense qu'il peut y avoir quand même au niveau saisonnier quelques différences. Donc, une légère hausse au printemps et à l'automne. Plutôt l'hiver, c'est plutôt une stabilité. Donc, printemps et automne, peut-être plus de renforcement de pluie forte. Alors, en zone méditerranéenne, ce qui est assez clair, c'est le renforcement des épisodes de type méditerranéen avec de fortes pluies. Ici, ça n'a pas l'air très très net. En revanche, il pense quand même à une baisse en période estivale, et c'est ce qu'on voit un peu sur ce graphique, qui est donc le cumul estival de précipitations, donc en Midi-Pyrénées à l'époque. Donc entre 1970 et 2100. Donc là c'est on va dire le modèle selon avec le modèle d'émissions de gaz à effet de serre, on va dire pas catastrophique, hein, le modèle on va dire un peu standard qui table sur une augmentation de 2 degrés des températures.
Donc selon ce modèle-là, donc vous voyez à l'horizon, donc à partir des années 1950, il y aurait une baisse des précipitations estivales. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'instant, c'est pas très net. Alors maintenant, on va, par rapport à ces deux aspects-là, hausse des températures et donc baisse éventuelle estivale des précipitations, analyser les conséquences sur les écosystèmes. Alors, je vais continuer. Ça, on change un peu. Donc, en ce qui concerne l'impact sur les écosystèmes forestiers, ce qu'il y aurait, c'est qu'il y aurait une hausse du CO2 déjà atmosphérique. Et donc, une hausse du CO2 atmosphérique, ça veut dire potentiellement une production plus importante pour les arbres. Un allongement de la saison de végétation. Pareil, donc du coup, plus la saison de végétation est longue et plus forcément ils peuvent produire. Et une hausse des dépôts atmosphériques azotés. Ça, c'est plus dû potentiellement aux émissions de gaz à effet de serre, les voitures, les choses comme ça, qui retombent sur le sol par la pluie. Mais ça, c'est quelque chose qui est pour le moment stable. Il y a de moins en moins de rejets de produits azotés dans l'air. En France. En France, c'est vrai que la hausse a été constatée au niveau global, mondial, mais en France, on constate plutôt une baisse au niveau des dépôts azotés. Ce qui pourrait impacter sur la baisse de la croissance de la production, par contre, en revanche, c'est les sécheresses qui provoquent un arrêt de croissance. Ils n'ont pas assez d'eau, donc ils ferment leurs stomates, ce qui leur permet les stomates, c'est des petites cellules sur les feuilles qui leur permettent d'ouvrir une chambre à air où ils attrapent l'oxygène et le CO2. Donc si ça c'est fermé, ils n'attrapent plus l'oxygène et le CO2 et donc du coup ils ne peuvent plus grandir. Les canicules peuvent provoquer des dépérissements, donc trop forte chaleur, que ce soit la journée et la nuit, et une baisse de fertilité des sols. Il faut savoir que les sols sont aussi impactés par les températures. Il y a certains micro-organismes, que je développerai un peu plus loin, qui leur activité est impactée par la température directement. Une régionalisation, donc, plutôt une baisse en climat méditerranéen, une baisse de croissance, une hausse en climat montagnard au niveau de la température, et une hausse puis une baisse ailleurs. On ne sait pas. Pour le moment, c'est assez flou. Alors là, il y a quelques modèles que je vais vous présenter. C'est une évolution de la croissance pour les différentes essences. Donc là, nous avons le chêne, Cécile, donc c'est le chêne qu'on trouve dans le pays, là, sur le Ségala. Donc là, de mémoire, c'est 1975, très bien, jusqu'à 2000, je crois que c'est 2010. Je vais vérifier sur le graphique, on ne voit pas bien. 2005. 2005. De 1975 à 2005, ici. Donc par exemple, le chêne de Cécile, on a vu, il a fait une baisse au début, puis il a fait une augmentation de croissance. Puis là, on voit à la fin, de 2000 à 2005, il y a de nouveau une baisse. Ça, c'est l'épicéa de mémoire. L'épicéa, c'est pareil, il a augmenté jusque dans les années 2000. Et puis on observe une baisse de croissance aussi. Là, c'est le pin sylvestre. On observe à peu près, souvent la même, là c'est le pin d'Alep, c'est le pin qu'on retrouve plutôt dans le climat méditerranéen. Donc on n'en a pas ici. Le chêne pubescent, c'est le chêne d'Écosse qu'on a ici. Et là c'est pareil, on observe une baisse. Le chêne pédonculé, c'est aussi un des chênes qu'on a sur le Ségala ici, avec le Cécile. Donc lui pour le moment il semble être plutôt stable. Le sapin, qu'on trouve beaucoup en zone montagne. Et l'épicéa. Alors lui, pour le coup, l'épicéa, on observe une hausse. Et l'épicéa, c'est celui qu'on retrouve beaucoup en haute montagne. Ça, c'est des observations uniquement. On ne sait pas si les tendances vont continuer ou pas. C'est uniquement des observations. Les baisses de vitalité. Donc, ce sont des baisses, c'est le déficit foliaire. Donc ce sont des gens comme Jean-Pierre, par exemple, qui vont mesurer directement sur le terrain. Il vous expliquera un peu plus tout à l'heure les pourcentages de feuilles d'année en année sur les mêmes arbres. Et donc qu'est-ce que ça nous donne là, on a la part des arbres, part des arbres représentant un déficit foliaire modéré. Donc ils ont un déficit donc, de moins en moins de feuilles, entre 25 et 60% de leur pied. Donc les résineux sont en violet, les feuillus sont en vert. On voit qu'il y a de plus en plus, ça c'est les années 2000, jusqu'à 2014. On a
que ce soit l'un ou l'autre, on a un peu plus de déficit foliaire d'année en année. Ce n'est pas non plus une hausse immense, mais il y en a. Sachant qu'on voit un peu, on voit le pic de 2003, notamment sur les feuillus là. La part des arbres représentant un déficit foliaire sévère, donc plus de 60%. Là c'est pareil, on voit surtout le pic en 2003, là, la sécheresse de 2003, elle a eu un effet très important, que ce soit sur les deux. Donc il y a une augmentation légère d'une baisse de foliaire sur les arbres. Là, sur un ordre donné, là, vous avez entre 0 et 5%. Donc pour relativiser, on n'est pas sur 50% des arbres atteints gravement. Donc voilà, il peut y avoir une baisse de la masse foliaire. Il peut aussi y avoir des dépérissements. C'est une conséquence qu'il peut y avoir face au changement climatique. Après, ce n'est pas forcément dû à l'augmentation des températures. Ce que l'on fait là, c'est uniquement observer un état actuel de ces arbres. Donc là, par exemple, un dépérissement, c'est qu'on voit qu'il a quasiment toutes ses branches qui n'a plus de feuilles. Par exemple, là, effectivement, et là, pour le coup, c'est très important, un pic en 2003, au niveau des résineux, il y a eu beaucoup plus d'arbres morts sur ces placettes-là. Donc ça, c'est en France. Ce que je viens de vous présenter, c'est globalement en France. Donc, comme je viens de vous dire, les dépérissements, ça peut être dû à plein de choses. C'est plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Nous avons les facteurs prédisposants, donc qui peut être le potentiel génétique de l'arbre. Il y a des arbres qui, face à des changements de température ou des changements d'eau, vont plus ou moins résister naturellement. Il y en a certains, ça ne va pas leur poser de problème, du même essence. Et il y en a d'autres, ils ne vont pas supporter. Ça, c'est le facteur génétique. Il y a les sols, bien sûr. Un arbre qui est sur un sol qui lui convient moyennement, si en plus il n'a pas assez d'eau, si en plus il a une température un peu élevée, ben là il va encore moins le supporter. Si au contraire il y a des arbres qui sont sur un sol qui leur convient parfaitement, ils vont avoir assez dans le sol pour compenser les manques qu'ils peuvent avoir. Donc le climat et l'environnement physique, c'est de ça qu'on parle jusque-là, et avec le changement climatique, la sylviculture peut avoir un effet positif et négatif. C'est-à-dire que s'il n'y a aucune la sylviculture, s'il n'y a rien d'effet, ça a autant un effet négatif que positif potentiellement. Il faut faire attention. Ensuite, il y a les facteurs déclenchants. Donc un accident climatique, une sécheresse, un gel, quelque chose, des insectes, une attaque d'insectes, des foliateurs, c'est un effet en plus. Ça c'est à chaque fois le fauvet, ça c'est tous les insectes ou les champignons qu'on peut avoir. Et les facteurs aggravants, donc là c'est souvent encore un plus. Donc là par exemple le chancre, une maladie qui peuvent être régulièrement, s'ils ont une maladie qui supporte déjà toute l'année et qu'en plus ils ont le facteur déclenchant, enfin, c'est un cumul, c'est pas juste une chose qui va faire qu'il va y avoir un dépérissement, c'est vraiment un cumul de ces trois facteurs-là qui va amener à la mort de l'arbre. Donc c'est pour ça que le changement climatique n'est qu'un niveau sur toute la spirale que vous voyez là, qui peut amener à la mort d'un arbre. Des questions? N'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas très claire. On est là pour que vous compreniez. Ensuite, il peut y avoir par exemple, comme type d'attaque qu'il y existe, les attaques des chenilles processionnelles, elles sont normales, limitées par des forts froids hivernaux. C'est là que si les forts froids hivernaux diminuent d'année en année, il risque d'y avoir de plus en plus de chenilles processionnelles. La maladie des glandes rouges serait favorisée par les printemps humides. C'est un champignon, donc un champignon est favorisé par l'humidité atmosphérique. Le front de progression des chenilles processionnelles avance chaque année vers le nord, c'est ce que je viens de vous dire. On a de moins en moins de froids hivernaux. Et la fréquence et les conséquences de la maladie des glandes rouges est accrue ces dernières années. Parce que de plus en plus d'humidité atmosphérique. Sur certains endroits, bien sûr. Donc tout ça, ça peut avoir un fort impact, par exemple, ici, sur la productivité des pins. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme conséquences sur les arbres?
c'est notamment un décalage de la synchronisation des fleurs, mâles et femelles. On a un exemple sur le pin d'Alep. Alors, c'est pas un arbre qu'on a ici, c'est un pin de la région méditerranéenne, mais on a trouvé ça. Les modifications de température ont un impact sur la floraison, et ce qui fait qu'un arbre va faire ses fleurs mâles pas en même temps qu'il va faire les fleurs femelles. Ce qui fait que pour la reproduction d'arbre en arbre, c'est compliqué. Ça devient vite compliqué, voire même parfois, on va pas dire impossible, mais ça complique les choses. Donc c'est un des effets. On n'a rien trouvé jusque-là sur les arbres qu'on a ici, sur le ségala. On a trouvé ça que sur le pin, mais on ne sait pas, ça peut arriver. On ne sait pas, mais c'est un risque. Les incendies de forêt, donc là vous avez deux cartes. Une qui est entre 1989 et 2005, et une projection en 2040. Donc là c'est les risques notés par Météo France, des risques d'incendie de forêt. Donc on voit la forêt des Landes, elle est dans un risque modéré. Bien sûr, le pourtour méditerranéen est un risque fort, ça a toujours été. Alors nous, ici, ça va, on est en vert, il n'y a pas de problème. Mais on voit que la projection en 2040 de Météo France, les Landes, ça devient rouge, et il y a de plus en plus de orange, donc de modérés, de risques modérés, qui apparaissent un peu partout sur le territoire français. Nous, donc on est là, on est sur cette zone-là, on reste en vert pour le moment. Mais voilà, c'est le type de choses qu'on peut retrouver sur le risque d'incendie en forêt. La corrélation entre les incendies de forêt et la surface brûlée. Donc nous n'avons pas une corrélation, là c'est de 1976 à 2005. En rouge c'est les zones méditerranéennes. En blanc cassé c'est les zones hors méditerranéennes. On voit quand même que dans les années de 1970 à 1990, tout ça là, il y avait quand même beaucoup plus d'incendies. Alors pourquoi? Est-ce que c'était dû à l'époque? Est-ce qu'il y avait moins de points d'eau? Est-ce que depuis il y a eu pas mal de points d'eau qui ont été installés, qui fait que l'intervention des pompiers est bien facilitée et donc ils ont un meilleur résultat? C'est pour ça que c'est difficile à comparer. Après, c'est la surface, c'est pas le nombre de déclenchements de feu. Donc effectivement, on va dire l'efficacité des services de secours impacte forcément la surface brûlée aussi. Voilà, on voit surtout l'impact de 2003, la sécheresse de 2003. Là, effectivement, on la voit. Mais sinon, globalement, ça va. Les conséquences sur la fertilité du sol. Donc, je vous en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Nous avons plein de micro-organismes dans le sol, que ce soit les vers de terre, il y a plein d'insectes en surface, et aussi on a ce qu'on appelle les colamboles. Il y a beaucoup de choses dans le sol qui permettent de faire une macro et une micro-porosité et qui facilitent l'absorption de l'eau et des autres nutriments pour les arbres, pour les plantes en général. Donc ces micro-organismes-là, sous l'action des sécheresses et des canicules, eh bien, ils vont avoir une activité qui va diminuer. Il fait trop chaud, ça leur diminue leur activité, ce qui va pas forcément du coup avoir un impact sur ce qu'il faut. Donc les vers de terre, donc à l'origine de la macroporosité, qui permet l'infiltration de l'eau, ils vont diminuer leur activité, donc il y en aura moins. Les colamboles, c'est des tout petits organismes qui, eux, sont responsables de la microporosité, qui permet la rétention de l'eau dans le sol. Ça va être perturbé. Après, on ne sait pas exactement ce que ça va faire, il n'y a rien de sûr, mais on sait qu'il y a un risque de perturbation. Et donc, aussi, moins de fixation de l'azote du sol, directement par les plantes. Donc, moins de nutriments, moins d'eau. Il y a des risques. Qu'est-ce qu'on a constaté jusque-là? C'est la composition. Alors là, c'est en climat méditerranéen, en sous-bois. Là, c'est la différence entre 1998 et 2008. On constate qu'il y a plus de pourcentage à l'écart par rapport à là c'est un écart entre 2008 et 98. Donc il y a plus de plantes. Alors zéro thermophile, c'est les plantes qui aiment la chaleur, et mésophiles, c'est les plantes qui aiment plutôt la fraîcheur. Donc on constate que de 2003, il y avait plus de présence de ces plantes qui aiment la chaleur et qui recouvraient encore plus de surface. On voit, voilà, il y a un changement dans le sous-bois méditerranéen, je précise.
il y a un changement du coup d'espèces qui sont plutôt thermophiles, qui aiment la chaleur. Alors qu'au contraire, on trouve les espèces qui aiment la fraîcheur, on en trouve moins en 2008 qu'on en trouvait en 1998. Ce qui est assez spectaculaire sur ce graphique, c'est que c'est seulement en 10 ans. Donc on peut avoir une inversion de flore en 10 ans, donc la nature finalement qui s'adapte par elle-même avec donc, des espèces qui prennent la place d'autres, qui deviennent moins compétitives en fait. T'as des questions? Non? Je continue? Comment? On attend la suite. Vous attendez la suite, alors je continue. Là vous avez l'aire de distribution des essences forestières, donc ça c'est aujourd'hui, donc on voit l'épicéa par exemple. Donc là vous avez les précipitations qui vont là c'est 1200 et là c'est 2000. Et là c'est les températures. Donc on voit que l'épicéa c'est vraiment une essence de montagne, avec le sapin aussi, le hêtre qui se situe ici, le pin maritime et le chêne vert. Le chêne vert c'est le chêne qu'on retrouve au climat méditerranéen. Donc vous voyez que le chêne vert, lui, il a besoin, il aime bien les températures un peu plus élevées et il a besoin de moins d'eau, à l'inverse de l'épicéa. Donc ça, c'est aujourd'hui. Et en sachant ça, il y a des scientifiques qui ont fait des modèles de répartition de la végétation dans les années futures. Alors il faut savoir que ces cartes ont été faites dans les années 2000 avec les prédictions du GIEC de l'époque. Donc elles sont... faut pas les prendre à la lettre, elles sont assez... voilà, ils ont essayé de vérifier. Donc voilà, pour l'épicéa commun, ce qu'on voit, c'est que, bon, et là il est dans les zones montagnes, le Massif central, les Pyrénées et les Alpes et les Vosges, principalement. Le bleu, c'est quand il est présent en faible quantité, et plus on va vers le rouge, et plus il est présent en forte quantité. Donc ça c'est aujourd'hui. En 2050, on voit qu'il commence à monter de plus en plus en altitude, enfin il reste que en altitude, et en 2100, il est vraiment que sur les massifs les plus importants, les plus hauts. Là, c'est le pin maritime. Donc on voit le pin maritime qui se concentre surtout sur les zones côtières et dans le sud de la France. Le pin maritime qui craint fortement. Qui craint il craint les gelées. Et donc on le voit qui va commencer à pouvoir s'installer de plus en plus sur tout le reste de la France. Le chêne vert, qui est aujourd'hui quasiment que en climat méditerranéen, qui va pouvoir coloniser tout le reste du sud de la France, voire même du centre, en 2100. Ça reste, entre guillemets, hein, faut pas prendre tout ça à la lettre, hein. C'est les prévisions des années 2000. Le hêtre, qui est à peu près sur toute la France, sauf sur le contour méditerranéen, qui lui, pareil, va rester sur les zones un peu plus fraîches. Peut-être. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je disais, attention aux conclusions trop hâtives. Depuis 2004, il y a vraiment beaucoup de projections de chercheurs, comme Marine l'a dit tout à l'heure. On ne sait pas si ça va être 1, 2, 3, 7 degrés. Donc tout ça, ça va énormément avoir des conséquences différentes. Ah, c'est fait. Comment ? 1 degré, c'est fait. Déjà. 1 degré, c'est déjà fait. Je vous l'accorde. Donc centré, on ne sait pas, au niveau centré sur les essences, sur les territoires, intégrant des paramètres climatiques pédologiques, souvent ils intègrent que les paramètres climatiques, ils ne prennent pas en compte le sol. Dans tout. Les cartes que je vous ai montrées, c'est vraiment que l'évolution des températures, on ne prend pas en compte le sol. Donc effectivement, c'est à mettre entre parenthèses. Et en plus, il faut voir les réajustements du GIEC. Donc, voilà. Donc il y a de nombreuses incertitudes sur les phénomènes, quelle intensité. On ne peut pas être sûr à 100% de qu'est-ce qui va se passer. Puis en plus, il y a un phénomène génétique aussi, qui est très mal connu. Est-ce que, par exemple, la région de provenance de l'exemple du hêtre, Jean-Pierre peut vous en parler un peu mieux que moi, mais le hêtre, on le retrouve ici en zone de montagne, en Ségala, mais on en a trouvé aussi sur le Causse, sur une partie du Causse. Donc, et si on met le hêtre du Ségala dans le Causse, il ne va pas survivre. Mais il y en a dans le Causse qui arrivent très bien à survivre. Donc c'est que génétiquement, ils ont évolué, ce sont tous les deux des espèces de hêtres, mais ils ont évolué un peu différemment, qui fait qu'ils arrivent à résister à différentes températures chacun. Donc il y a des possibilités, il y a la génétique qui a un fort enjeu là-dessus aussi.
Les essences introduites, le tri génétique, la mortalité, là on a l'exemple du Douglas. Le Douglas c'est une essence qui a été introduite des États-Unis. Il y a eu quelques graines qui ont été récoltées là-bas à l'époque, il y a 150 ans et quelques. Ils ont récolté quelques graines et les ont introduites en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, il y a des choses qui sont faites sur le Douglas, mais génétiquement, ici, il n'a pas encore eu ce tri génétique que, par exemple, le hêtre a eu pendant des milliers d'années ici. Donc, il est en train de subir le tri génétique. Donc, il va potentiellement le faire correctement, mais on ne sait pas. C'est un facteur génétique, c'est quelque chose qui va se passer, est-ce qu'il va très bien survivre, on ne sait pas. Et il peut très bien s'adapter sans aucun problème. Et les interactions, donc le facteur de Magnan, c'est ce que je vous ai expliqué, les trois types facteurs aggravants, prédisposants et je ne sais plus, sur le déclencheur. Voilà. Il me semble qu'après, c'est à toi, Jean-Pierre, pour le DSF. Mais d'abord, là, ça fait un peu une pause entre... Voilà, là, c'était vraiment toutes les conséquences observées ou potentielles sur les écosystèmes. Alors, avant de rentrer dans concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que déjà vous avez des questions à ce stade sur tout ce qu'on a vu, sur les conséquences? Est-ce qu'il y a des conséquences qu'on n'a pas abordées, que vous souhaiterez qui vous interrogent? Les prévisions, c'est une chose, mais enfin, ce qu'on peut constater, c'est que sur les 10 ans qui viennent de passer, ce qui est mesurable, ça a quand même vachement bougé, et que 10 ans à l'échelon de la Terre, c'est vraiment que dalle, c'est zéro. Oui. Sur votre première spirale, vous mettez les éléments qui interviennent, le changement climatique, c'est 1 parmi 50, mais si j'ai bien compris, le changement climatique, il est à l'origine des 50 autres. Donc, est-ce qu'on peut faire une... Non. Non, en fait... Les parasites, la vie dans le sous-sol... Ah oui. le Alors après, il y a des interactions après entre, effectivement, certains facteurs prédisposants ou aggravants de la spirale et le changement climatique. Effectivement, les interactions sont dans tous les sens. Donc, vous avez raison, ça peut être amplifié parce que le changement climatique va impacter des parasites qui eux-mêmes impactent. Donc, effectivement, il y a un effet après un peu boule de neige, quoi. Ça, c'est clair. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un effet de boule de neige dans tout ce bordel, là, quand même. Oui. Non ? C'est sûr, mais c'est ce qui est le plus difficile à prévoir, et notamment dans les modélisations, c'est ce qu'ils ont du mal à... Est-ce que l'effet de boule de neige est enclenché ou pas? Parce qu'il y a des prévisions sur 2 degrés à 2100, et puis les dernières prévisions avec Météo France, et c'est pas 2, c'est plutôt 6 ou 7. Alors, est-ce que c'est ça l'effet de boule de neige? Là, ce que je vous dis, nous, on ne vous répondra pas, on n'est pas des experts du climat. Nous, on peut vous dire sur la forêt quel impact ça peut avoir. Mais on ne sait pas si ça va l'avoir, on ne sait pas on ne sait pas, on n'est pas sûr de rien. On vous explique qu'est-ce qui peut arriver, c'est tout. Après, le changement, on ne sait pas comment il va se faire. Alors, on va commencer par un des principaux observatoires en forêt des problématiques sanitaires, qui est le département de santé des forêts. Bien. Alors, Jean-Pierre, l'éminent spécialiste. Je vais essayer de commenter tout ça. Alors moi, il y a des gens qui me connaissent, mais en général dans des moments malheureux, puisque maintenant, ça fait une trentaine d'années que je suis au département santé de la forêt, enfin je suis au CRPF, mais je suis correspondant du sud de la France, et on est à peu près une cinquantaine pour le sud de la France à intervenir sur tous les problèmes sanitaires forestiers. Donc évidemment, on commence à avoir un peu de recul sur un certain nombre de choses, et on a un réseau qui s'appelle le réseau européen qui a été mis en place en 1989. C'est un réseau qui est maillé 16 km par 16 km, et à chaque point central de ce qu'on appelle des quadras, on a des placettes d'observation. Ces placettes d'observation, si vous voulez, on mesure un certain nombre de paramètres, le déficit foliaire, la mortalité, l'état global sanitaire des arbres, et ce donc depuis 1989. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus d'une trentaine d'années. On vient de noter la 31e année cette année. Donc on a fait un certain nombre d'observations. Alors moi j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'affolent, réchauffement climatique, etc. Et il faut s'en préoccuper, c'est certain. Mais il faut quand même relativiser. Parce que j'ai quand même connu dans ma carrière des sécheresses comme celle de 2003, qui s'annonçaient assez dramatiques à l'époque. Et je me suis bien ridiculisé d'ailleurs à l'époque, parce que je m'attendais à des résultats beaucoup plus catastrophiques suite à ces conséquences-là. Et on s'aperçoit que la nature quand même fait très bien les choses et réagit parfois très très bien.
on a parfois d'agréables surprises. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, tout à l'heure, il y avait des gens qui parlaient de 6, 7, 8 degrés. Si ça continue d'augmenter comme ça, c'est sûr, si on commence à avoir un climat saharien ici à la Batude, ça deviendra un peu plus compliqué pour les essences qui aiment beaucoup l'eau et qui préfèrent la fraîcheur. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, mais il faut certes y faire attention et regarder un peu les choses un peu plus près. Donc au niveau du réseau européen, moi, si vous voulez, on note ce fameux déficit foliaire. Donc on regarde par rapport à un arbre qu'on juge normal, donc on a des critères très spécifiques avec un descriptif de l'arbre idéal dans des conditions optimales. Et à partir de là, on note la défoliaison. Cette défoliaison est notée par tranche en gros de 25%. De 10% plutôt, pardon, mais en général, on fait après par grand quart pour sortir les statistiques, parce que sinon ça devient très compliqué. On ne garde que les petits chiffres pour nous en interne pour les recherches scientifiques. En gros, on s'aperçoit que le déficit foliaire, certes, il a tendance à fluctuer. Vous voyez d'ailleurs, il y a des années où c'est plus ou moins élevé, etc. Mais globalement, si on regarde sur 30 ans, parce que là on a les données à partir de 1995, parce que le réseau s'est mis en 89 en place, mais il était très incomplet. Au départ, sur le département du Lot, il n'y avait que 6 placettes, aujourd'hui il y en a 14. Donc si vous voulez, on avait une donnée qui était un peu plus, je dirais, un peu moins précise avant 95, et donc c'est depuis 95 où vraiment on a des chiffres très très pointus et très précis. On s'aperçoit que le déficit foliaire, lorsque ça tape beaucoup, lorsqu'il y a vraiment des grosses chutes de feuilles, c'est-à-dire au-delà de 60%, c'est la courbe rouge que vous avez en bas, en gros, à part l'année 2003 où il y a eu un petit pic, là, vous voyez ici, et l'année 98, qui étaient des années où il y a eu des sécheresses assez importantes pendant l'été, globalement, les gros pets au niveau foliaire n'ont pas beaucoup évolué ces 25 dernières années. De même, les petits déficits foliaires de 0 à 10%, vous voyez que c'est la courbe bleue, donc elle aussi, pareil, elle reste à peu près stable. La courbe, les 25-60%, ça reste à peu près stable aussi, c'est la courbe orange. Et la verte, c'est de 10 à 25%, vous voyez, elle a une petite tendance à la hausse, mais pas énorme. Donc globalement, si vous voulez, nous, ce qu'on a observé sur ces placettes du réseau européen, c'est que on a une situation à peu près constante et on dramatise pas plus que ça. Alors, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je vous ai présenté la France entière où ça a augmenté un peu. Voilà. Là, vous voyez dans le Lot, au final. Là, c'est les chiffres du 46, là. C'est les 13 ou 14 placettes du 46 là, qui ont été prises en compte. Après, au niveau de la mortalité, parce que je crois que la bague du bas, c'est les morts, oui. Au niveau de la mortalité, on constate qu'il y a une certaine mortalité. Alors, c'est vrai qu'au début de ma carrière, on voyait moins d'arbres morts. Mais il y a un paramètre qui vient fausser un peu la règle du jeu, c'est que vous imaginez bien que les arbres qu'on note maintenant depuis 30 ans, ils ont pris aussi 30 ans de plus. Et je vais vous faire une observation qui vaut ce qu'elle vaut, mais enfin en général, plus les gens y vieillissent, plus ils meurent. Et bien, les arbres, c'est un peu pareil. Donc là, ils ont pris 30 ans de plus, et je pense qu'il faut mettre cette mortalité aussi bien peut-être sur des problèmes, je dirais, climatiques, insectes, etc., mais aussi du fait que les peuplements vieillissent, parce qu'on note des peuplements qui, maintenant, pour les plus anciens, doivent avoir dans les pas loin de 100 ans. Donc les jeunes, quand même, qui remplacent. Alors, on remplace des arbres par moment où on remplace des placettes, mais globalement, moi, depuis que je note, j'en ai remplacé très très peu. Donc souvent, c'est des arbres qui sont... voilà. Parce que si vous voulez, si on veut voir une évolution constante, il faut quand même éviter de trop remplacer les arbres et trop les placettes, parce que sinon, à un moment donné, on fausse complètement la règle du jeu, et on peut avoir une variabilité de station entre un point A et un point B, même s'il est très proche, de profondeur de sol, ensoleillement, etc., et qui à ce moment-là peut venir complètement fausser la statistique et la donnée scientifique. La placette, c'est quelle surface ? Les placettes, on note 20 arbres, alors entre 20 et 30 arbres sur une surface qui n'est pas limitée, parce qu'en fait on fait un point central avec un point GPS, et à partir de là on prend les 20 ou 30 arbres qu'il y a autour. Alors je dis 30 parce que des fois il y a des placettes à 30, il y a des placettes à 20, ça dépend des essences, parce qu'on cherche tout le temps à avoir une majorité d'essences représentatives sur la placette, c'est-à-dire la majorité d'essences représentatives c'est minimum 15 arbres. Donc il faut, mettons, si vous avez du chêne, du hêtre, du machin, etc., il faut qu'il y ait au moins une essence qui ait 15 arbres représentatifs. Sinon, au bout d'un moment, ça devient, c'est pareil, c'est inutilisable au niveau de la statistique. Si vous avez 5 arbres de chaque catégorie, on n'arrive plus à en tirer une conclusion vraiment scientifiquement raisonnable.
Et les placettes, elles sont réparties de sous-Sérac jusqu'à la Castelnau. Tout le département. Tout le département. Alors pourquoi? Alors il y a des gens qui disent des fois pourquoi que 13? Parce que 16 par 16, vous doutez bien que si vous faites le calcul mathématique, enfin bon, il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique, vous doutez bien qu'il y en a davantage sur le département. Il se trouve que quand le point placette tombe sur une zone agricole, sur une route, sur une ville, un village, etc., eh ben, elle n'est pas créée. Parce que c'est vraiment un calcul qui a été fait de manière très, très mathématique, de manière à ce qu'on n'oriente pas. Parce qu'au début, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avant 95, c'était le technicien qui choisissait un peu l'emplacement de la placette. Il avait un pourcentage de, je dirais, de marge d'erreur de, allez, 1 à 2 km. Et on avait une petite tendance, des fois, à prendre des beaux peuplements et pas obligatoirement le hasard, quoi. Donc c'est aussi pour ça que depuis 95, on a revu un peu tout le système. C'était les balbutiements et donc du coup maintenant c'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus pour en tirer des données très, très très fiables. Alors au niveau national, c'est 500 ou 600 placettes au niveau national, parce que moi je vous donne que les données du lot là, mais au niveau national, je crois que c'est 600 placettes qui sont notées à travers tous les départements de France, selon le même principe. Voilà. Alors après on note les maladies, on note les insectes. Alors évidemment, en tant qu'observateur santé des forêts, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, les maladies ont tendance à augmenter, en particulier les insectes. Pourquoi? Parce que les insectes aiment bien la chaleur. Il faut savoir que tous les insectes, tout ce qui est scolytes, insectes, xylophages, etc., se portent très bien à des températures supérieures à 20 degrés. Donc à partir de 20 degrés, on sait très bien que on rentre dans les températures où ces petits animaux-là, ils prennent de la vigueur et ils se développent beaucoup plus facilement. Alors il est évident que si on a un réchauffement important, on aura évidemment aussi des populations qui vont se multiplier d'autant plus vite. Parce qu'on atteindra les 20 degrés d'autant plus tôt en saison et on les quittera d'autant plus tard en saison. Donc après on peut avoir plusieurs pentes dans l'année. Au niveau des insectes, est-ce que vous avez remarqué une évolution de certaines espèces par rapport à d'autres? Parce qu'il y a un constat que je fais, c'est quand je prends ma voiture maintenant, là, ces derniers temps, on va dire depuis 2-3 ans, et je fais 200 km en voiture, j'ai mon pare-brise qui est propre. Ce qui n'était pas vrai il y a 10 ans. Ça c'est vrai. Donc, je confirme, je suis d'accord avec vous là. Donc, les insectes par rapport à la forêt, le prix des insectes. Alors, pour nous, au niveau forestier, les insectes en général, on n'a pas vraiment de... On a des problèmes sanitaires pour les insectes, ceux qui piquent, les xylophages, ceux qui mangent les feuilles, etc. Toutes ces choses-là. Après, les insectes que vous avez sur le pare-brise, c'est pas obligatoirement ceux-là que vous prenez. C'est pour ça que je pose la question. Donc, alors nous, personnellement, en forêt, tout ce qui est insectes, en général, on n'y intervient pas dessus. Contrairement à d'autres domaines que je ne citerai pas, qui utilisent massivement des produits néocotinoïdes et autres trucs qui sont maintenant interdits, mais qui pourraient éradiquer ces insectes-là. Et je pense que le fait que vous n'ayez plus d'insectes sur votre pare-brise, ça vient plutôt de ces traitements-là, qui ont parfois été bien plus sévères, même probablement que le réchauffement climatique. Bon. Ça, c'est un fait. Après, moi, je veux dire, au niveau pollinisation, on n'a pas de problème. Au niveau... Enfin, c'est surtout la pollinisation, nous, au niveau des arbres, qui peut nous poser problème. Après, les insectes, les sous-corticaux, tout ce qui est scolyte et tout ça, on sait qu'on a des attaques de plus en plus fortes, mais qui sont liées à des peuplements qui vieillissent, à des périodes de chaleur, effectivement, où ils ont une situation favorable. Comme cette année, par exemple, a été une situation favorable à certains scolytes, parce que les 3 coups de canicule qu'il y a eu, là, ont affaibli les arbres. Et donc, ces fameux scolytes, ils sont arrivés sur des arbres qui étaient déjà affaiblis, et au lieu de lutter contre l'insecte qui les attaquait, eh ben, ils ont réussi à rentrer dedans et à faire de la casse, quoi, voilà. Donc, si vous voulez, il y a multiparamètres qui font qu'un arbre va dépérir ou pas dépérir, et il n'y a pas que le réchauffement climatique, quoi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les spirales. Voilà. Hein? C'est multifacteur. C'est une conséquence indirecte. Après, c'est cumulatif, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ça s'empile. Quand un arbre il souffre trop, s'il manque d'eau, s'il a des coups de chaleur, s'il a des insectes qui l'attaquent, etc., au bout d'un moment, on arrive, la nature finira par avoir raison de lui, quoi. Donc ça, ça paraît évident. Qu'est-ce que tu veux dire? Pardon? Pour placer les choses situées sur des propriétés privées. Elles sont sur des propriétés privées, ah oui, à 99%, surtout le lot. Le lot a très peu de forêt publique. L'exploitation, quand on parle d'arbres morts dans le temps, on est exploité d'une façon plus individuelle, c'est d'une façon générale. Mais là, au niveau vis-à-vis des propriétaires, vous devez avoir il y a une relation qui fait que d'une façon expérimentale, en quelque sorte, il n'intervient pas d'une façon
j'allais dire, il ne peut pas forcément une coupe orale sur le placet. Si. Alors, les propriétaires, quand on a installé les placettes dans les années 90, on leur a bien expliqué, on leur a dit, voilà, vous continuez à gérer vos bois comme si de rien n'était. Que les arbres soient numérotés ou pas, vous n'en occupez pas. Donc c'est arrivé, l'an dernier, la placette de Rignac, elle est passée à la casserole. Donc du coup, effectivement, les arbres ont été coupés, quoi. Donc ce que l'on fait, c'est que quand les arbres sont coupés, ou on a du rejet de souche si c'est du feuillu, ou c'est des replantations si c'est du résineux. En général, on laisse passer une période de 2 à 3 ans, si vous voulez, pour qu'on puisse renuméroter les arbres ou les réidentifier par un numérotage avec des crayons ou avec des étiquettes. Enfin bon, je ne passe le détail. Et on redémarre à nouveau la notation. Alors évidemment, des fois on change d'essence, ça c'est ce qui peut arriver, ça répond un peu à la question du monsieur tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, évidemment, quand il y a un renouvellement, on repart sur une autre essence, ou même sur la même essence, si c'est un rejet de souche, mais sur un peuplement qui est rajeuni, qui est plus jeune, et voilà. Donc, si vous voulez, à un moment donné, la placette, elle s'arrête avec un moment donné, mais on a voulu volontairement que les gens ne changent pas leur méthode de gestion. Parce que si vous changez la méthode de gestion, vous pouvez considérablement, alors là, et pour le coup, piper complètement la statistique. Parce que si les gens en font plus rien ou s'ils en font trop pour se faire mousser, à un moment donné, vous changez complètement l'environnement de la placette en question et donc vous changez obligatoirement certains critères de notation. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres observatoires qui sont mis en place. On a l'exemple dans les Pyrénées, l'Observatoire pyrénéen du changement climatique, où là on va plus loin dans les observations, donc c'est pas uniquement le déficit foliaire, mais on va observer des décalages phénologiques. Donc par exemple, ils suivent chaque année la date de débourrement des espèces, donc le sapin, le hêtre, pin sylvestre, etc. Donc ça c'est un indicateur vraiment de court terme où on va observer vraiment chaque année si c'est en avance, en retard et de combien de jours. On va voir aussi les évolutions sur les pathologies. Donc on va noter s'il y a des attaques sanitaires. On va noter donc évidemment le déficit foliaire, mais on va aller même plus loin sur le suivi vraiment de l'état sanitaire de l'arbre. Donc là, après, c'est effectivement, comme disait Jean-Pierre, il n'y a pas que le changement climatique qui peut impacter l'état sanitaire des arbres, mais on va prendre en compte donc l'exposition, l'altitude, le positionnement sur le versant, ce qu'on va vous expliquer après, ce qu'on appelle nous la station, et qui est le premier élément à considérer pour savoir si l'arbre était adapté ou pas localement à ses conditions de vie. Et puis ensuite, donc, il y a l'évolution au niveau de la distribution des espèces. Donc, c'est-à-dire que là, ils vont regarder, est-ce que le hêtre migre en altitude, est-ce que, à partir de quelle altitude on va plus retrouver l'épicéa, etc. Donc ça, c'est vraiment des observations sur la dynamique des espèces. Donc voilà, c'est un observatoire par contre qui est très lourd parce que vous dites bien que du coup, pour observer le débourrement, mais il faut aller tous les jours sur place pour regarder où en sont les arbres. Et donc voilà, c'est des observatoires qui peuvent pas être généralisés à l'ensemble du territoire, mais qui sont mis, on va dire, dans des secteurs stratégiques. Et les Pyrénées, en l'occurrence, sont assez stratégiques, mais justement pour observer sur le gradient altitudinal, justement cette remontée par exemple des espèces. Alors il y a d'autres recherches qui sont faites et de modélisation. C'est un outil qui a été mis en place par le CNPF chez nous, qui s'appelle BioClimSol. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un outil qu'on a développé qui prend en compte les conditions stationnelles, là où est positionné l'arbre, donc pédologique, le facteur de positionnement sur le versant, et également les données climatiques, donc de précipitation et de température. Et donc à partir de ces données-là, on regarde si l'arbre que vous avez sur la parcelle est adapté ou pas à l'heure actuelle déjà, et puis dans le futur, en fonction donc des modèles de prévision du climat. Donc ça par exemple, ce sont des cartes de vigilance climatique pour les chênes, qui ont été donc réalisées à partir des données météorologiques actuelles. Alors, on utilise, nous, les données trentenaires de Météo France, donc de 1981 à 2010. Donc, c'est des moyennes donc de température annuelle sur cette période-là. Et là, arbitrairement, on a rajouté 1 degré.
Donc comme vous disiez monsieur, finalement c'est ce qui s'est passé, hein, donc les 1 degré on les a pris aujourd'hui. Et donc on a modélisé effectivement, finalement quelles chaînes seraient adaptées aux différents secteurs, donc avec des niveaux de vigilance. On parle en fait d'un niveau de vigilance. La probabilité en fait que l'espèce arrive à dépérir. Quoi. Et donc on voit très bien en fonction des différentes chaînes, donc si vous avez le chêne pédonculé, le chêne sessile et le chêne pubescent, en fait c'est le gradient d'adaptation de l'espèce à un climat plus chaud et plus sec. Donc, le chêne pédonculé, effectivement, il préfère les zones plus fraîches, et le chêne pubescent, c'est l'espèce plus méditerranéenne. Et donc vous voyez que donc on a des vigilances effectivement très importantes sur le chêne pédonculé, toute la plaine de la Garonne, bon, évidemment climat méditerranéen, ça va sans dire, et puis tout le secteur ouest. Et c'est vraiment c'est ce qui a commencé à nous alerter, c'est les premiers modèles qui ont été faits sur le chêne pédonculé, parce que c'est là où on avait vu les premiers dépérissements assez inquiétants, et donc que viennent confirmer ces cartes. Alors sachant que ces cartes-là, pour le moment, ne prennent pas en compte le sol. C'est vraiment que l'évolution, que le climat. La vigilance est proportionnelle, linéaire, on va dire plutôt linéaire, à l'augmentation de la température, ou ça peut être exponentiel? Alors en fait, ce qu'on considère pour les chênes, c'est les précipitations moins l'évapotranspiration. Donc selon la période de l'année, l'évapotranspiration va être différente. Dans l'évapotranspiration, vous prenez en compte les températures, mais vous prenez en compte le vent, voilà, la possibilité ou pas d'avoir des échanges gazeux avec l'atmosphère, et donc de la transpiration des arbres. Voilà. Donc pour répondre, c'est pas linéaire dans l'année, quoi, puisque cette évapotranspiration n'est pas linéaire. En fait, c'est pas ça la question. C'est comme mal exprimé. En fait, c'est avec l'augmentation de température du réchauffement climatique, si on va au 5 degrés qu'on nous annonce, est-ce que cette vigilance, est-ce que c'est une courbe qui croît de façon linéaire, ou est-ce qu'elle devient exponentielle à un moment donné, en fonction de l'élévation de température? Alors ça, c'est les cartes de vigilance pour aujourd'hui. Il n'y a pas du tout d'échelle de temps. Il n'y a pas de projection. Ouais, j'étais en train de réfléchir sur les cartes qu'on a eues en 2100. Après, moi, les modèles, on va dire que nous, ce qu'on a comme données, c'est le résultat en termes de cartographie. Moi, j'ai pas la connaissance du modèle intégral et de la courbe. Mais pour réfléchir, est-ce que ça peut être exponentiel? Vu les données qu'on prend en base, je vois pas comment ça peut l'être. Mais voilà, à la rigueur, on notera et on pourra interroger donc, les personnes chez nous qui ont fait les modèles, mais j'ai du mal à voir comment ça pourrait être exponentiel. Ouais. Alors, autre chose qu'on met en place directement, alors là pour le coup sur le terrain, c'est tout simplement d'essayer d'introduire des nouvelles espèces ou alors des espèces existantes dans des secteurs où a priori on ne penserait pas à les mettre pour observer leur comportement. Donc, à titre d'exemple, sur le réseau expérimental du CRPF, donc anciennement Midi-Pyrénées, on a 29 essences qui ont été testées dans différents contextes. Donc, par exemple, le séquoia, le cèdre, le robinier, le chêne rouge, enfin voilà, 29 essences qui ont été testées, pour lesquelles on a fait des mesures d'accroissement, de comportement. Donc ça, c'est intéressant pour le futur d'avoir ces données et qui sont suivies. Après, on met aussi en place, alors pas donc là on parlait des différentes essences, là maintenant au sein d'une même essence, on fait des tests de comportement de provenance. Donc là c'est l'exemple du Douglas. Flore vous en a parlé tout à l'heure. Effectivement, le Douglas provient des États-Unis, de la côte ouest des États-Unis. Mais donc, c'est le Douglas vert, qu'on a essentiellement implanté chez nous. Hein. Vous avez aussi d'autres espèces de Douglas, le Douglas bleu qu'on appelle. Donc nous, ce qui a été implanté, c'est
vraiment le Douglas vert, donc qui vient vraiment de la côte ouest. Alors, côte ouest, mais on le retrouve aux États-Unis du niveau de la mer jusqu'à 1500 mètres. Donc il y a des conditions qui sont vraiment très variées aux États-Unis. Et donc on a deux provenances qu'on a comparées. Donc il y a une provenance qui vient plus du nord de la côte et qui a été mise en place dans les vergers à graines de Soussérac, donc la provenance du Z. Et on a une autre provenance californienne, donc beaucoup plus au sud des États-Unis. Et donc on a mis en place des comparaisons de ces deux provenances de Douglas en Aveyron, dans le Tarn et en Haute-Garonne. Donc justement pour regarder, puisque le Douglas californien supporte mieux la sécheresse, et donc voilà, pour avoir ce suivi localement, voir dans les années à venir, est-ce que ce Douglas-là serait peut-être par exemple plus adapté dans des situations climatiques particulièrement exposées à la sécheresse. Voilà. Après, au niveau national, donc ça c'est ce qu'on fait localement, mais au niveau national, il faut savoir qu'il y a des travaux en cours, et d'ailleurs continus, sur l'amélioration génétique donc des Douglas. Récemment, il y a eu une enquête réalisée par France Douglas, l'association de promotion de cette espèce, qui donc a demandé aux utilisateurs du Douglas selon eux, quels sont les critères génétiques qu'il faudrait sélectionner dans les années à venir pour cette espèce. Et donc, s'il est ressorti, bon, alors évidemment, des données sylvicoles, la bonne croissance, la bonne qualité des bois, mais la résistance aux conditions climatiques, évidemment, c'est une préoccupation des sylviculteurs, et donc c'est ressorti dans cette enquête. Et donc, au niveau national, les travaux sur la génétique du Douglas portent de plus en plus sur cette possibilité, ce critère d'adaptation au climat. Ensuite, ce qu'on met en place, donc je vous ai dit, donc il y a les essences, la variété des essences, la variété des provenances, mais il y a aussi, quand on plante, pour le cas des plantations, la façon dont on met en place la plantation. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est les plantations mélangées, parce que implanter une essence, donc on a un risque effectivement potentiel que l'espèce qu'on a choisie dans le climat futur soit finalement pas si bien adaptée que ça. Donc quand on met plusieurs essences en même temps sur une parcelle, notamment quand on a des grandes parcelles à planter, c'est de diminuer aussi le risque. Voilà. Et donc on a fait des tests en plaine, en montagne, sur différentes plantations mélangées, donc cèdre pin laricio, cèdre Douglas, du chêne rouge, voilà, différents types de mélanges avec différentes répartitions, donc moitié, par exemple, moitié chêne rouge, moitié Douglas, ou trois quarts, un quart, enfin, voilà, différentes modalités, en ligne, en quinconce, etc. Ce qui nous permet après d'avoir des retours et de montrer ces parcelles tests à des propriétaires pour les inciter peut-être à varier parfois la façon dont on plante. Et puis enfin, ce qu'on fait, on essaie de faire en tout cas, c'est de communiquer sur tous les travaux que l'on met en place. Donc par exemple, si on a sorti une plaquette, c'est l'ex-Languedoc-Roussillon qui l'avait publié sur le cèdre. Donc les bilans et les recommandations, il y a eu pas mal de cèdres implantés. Vous voyez là, c'est tous les points de l'enquête. C'était une enquête nationale. 196 peuplements de cèdres ont été inventoriés pour faire cette enquête-là. Et donc l'idée c'était de faire ressortir les facteurs limitants vraiment de cette espèce, les facteurs prédisposant aux mortalités, etc. Et donc de les mettre à disposition du public. Et cette publication, si elle vous intéresse, elle est disponible en téléchargement sur notre site internet. Et vous l'avez, là j'ai 2 exemplaires que vous pourriez feuilleter, voilà. Mais comme on n'en a pas beaucoup, je ne peux pas les distribuer, mais vous pouvez les feuilleter si vous voulez. Voilà, donc ça à la fin de la réunion si vous voulez regarder. Et donc je vous dis, après elle est disponible aussi sur internet. On va en parler après, mais c'est vrai que le cèdre fait partie des espèces résineuses les plus prometteuses dans la perspective du changement climatique, puisque donc on implante beaucoup de cèdre de l'Atlas, donc qui est une espèce marocaine, donc qui supporte très bien la sécheresse et qui supporte aussi en même temps les gelées et les climats un peu difficiles montagnards, quoi.
Voilà sur ce qu'on fait. Maintenant, je vais laisser la parole à Flore sur ce que vous pouvez faire. Et surtout, voilà, vous n'hésitez pas à poser des questions. Des questions par rapport à ce que vient de nous présenter Marine, avant que je fasse la suite? Non, c'est bon? J'espère que vous n'avez pas sommé. Donc pour les propriétaires, donc pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les idées. Donc prendre des arbres plus résistants. Effectivement, comme vient de le dire Marine, bien réfléchir sur le choix de l'essence, bien réfléchir sur le choix des provenances et faire une sylviculture durable. Diminuer le risque, diversification des essences, donc les mélanges par exemple, notamment quand on a des grandes surfaces. Plus on a des grandes surfaces, plus on peut se permettre de faire des mélanges. Préservation du sol, absolument. Après, je vais détailler chaque point. Peuplement plus résilient. Mélange d'essence, je viens de le dire, stratification, donc c'est pour les différentes sylvicultures. Moindre consommation en eau, donc une sylviculture dynamique, intensité de prélèvement, effectivement. Et suivi des peuplements, une surveillance régulière, donc vous faites la surveillance, et si vous voyez des choses très particulières, après vous pouvez nous en informer le DSF. Donc pour le choix des essences, il faut absolument analyser la station. C'est notre rôle, nous, quand on vient vous faire un diagnostic chez vous, effectivement, il faut voir donc les précipitations que vous avez localement, les températures que vous avez localement, l'exposition, le type de sol et la topographie. Si on est en haut de versant, forcément il y aura moins d'eau que si on est en bas de versant. Et où il faut faire aussi attention, on est versant ou on est. Voilà. Donc il faut absolument savoir quel type de station on a avant de choisir une essence. Choix des essences. Donc là, on a un exemple là, c'est ce qui est ressorti de nos certaines études. Donc chaque essence a des exigences. Elle a des exigences pédologiques au niveau du sol. Donc là, vous avez les différentes essences. Là, ça commence par ordre alphabétique, le cèdre, le chêne, le douglas, l'épicéa, enfin il y a plein d'essences différentes. Là, vous avez donc au niveau du sol la profondeur. Si le sol est peu profond, moins de 25 cm, de 25 à 50, de 50 à 75, voilà, il y a les différentes catégories. Le type d'humus, donc ça c'est la couche supérieure du sol, et le pH. Il y a différentes choses comme ça, et là il y a les catégories. Si c'est vert, c'est que tout va bien. Si c'est orange, jaune, c'est qu'il faut faire attention. Si c'est rouge, c'est proscrit. On ne met pas ce genre d'essence sur ce type de sol. Le sol, le climat et la topographie. Et tout ça là va nous permettre de décider quelle essence on peut mettre sur le type de station que vous avez. Le choix des provenances, donc le matériel végétal de plantation, c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Marine. C'est les différentes provenances, les étiquettes, les catégories identifiées, qualifiées, sélectionnées et testées. Donc ça c'est au moment où vous achetez les plants en pépinière, il faut faire très attention sur le type de provenance. Idéalement, il faut prendre les catégories testées. C'est celles qui ont été testées. Je vais vous dire, au sein de l'origine géographique, la qualité génétique des graines, des plants forestiers, a été validée par plusieurs tests de terrain et de descendance. Donc ça, c'est à faire très attention aussi, parce que génétiquement, votre plan, quand vous le mettez en place, la génétique, c'est un gros facteur. Si génétiquement, il va vous faire des choses, enfin, s'il est à peine, on va dire, s'il n'est pas testé, ou même au moins sélectionné, il y a des risques qu'il s'adapte mal, ou qu'il fasse des choses particulières, des grosses branches, des doubles têtes, des choses comme ça. Donc ces choix de provenance sont là pour ça. Une sylviculture durable. Stabilité du peuplement. Donc il faut préserver la stabilité des peuplements au niveau des coupes. Ça, vous imaginez bien, ce n'est pas une éclaircie qui va rendre les... C'est pas ce qu'on appelle une éclaircie. Ça, c'est beaucoup trop fort. Il faut rajouter quelques arbres, ils sont grands. Là, c'est pas une sylviculture. C'est un exemple qui n'est pas une sylviculture durable. Il faut faire attention. Il faut faire la sylviculture, mais de manière durable. Sinon, il y a des risques. Là, forcément, il y a plus de risques face au vent, aux coups de neige, des choses comme ça. Pourtant, c'est ce qu'on fait à chaque fois.
Vous voyez les plus mauvais alors. Préserver les sols. Il faut préserver les sols, donc pour les coupes rases, il faut faire en sorte d'éviter qu'elles soient trop grandes sur les fortes pentes, et, parce que sinon il y a des risques. Et il faut surtout éviter le tassement, et ça c'est primordial. Il faut faire des cloisonnements. Les engins, elles peuvent passer en forêt, ils sont faits pour ça, mais il faut qu'ils passent toujours au même endroit. Comme ça, ils ne vont pas abîmer les différents. Ils vont prendre avec le bras, ils vont prendre de chaque côté, et ils passent toujours sur les cloisonnements. Ça permet d'éviter d'avoir une circulation un peu partout et de tasser le sol partout. Si tu as ce sol que sur un chemin, le chemin il est fait pour ça, ou sur les cloisonnements. Et privilégier d'intervenir sur les temps secs, en période de gel, sur les sols sensibles, notamment les limons. Comment ? Il y a les chevaux aussi. Après, il n'y a aucune preuve que les chevaux ne font pas plus de tassement, parce que le problème d'un cheval, c'est qu'il va passer plusieurs fois, beaucoup plus de fois que la machine. Il va faire le même tassement. Et le problème, c'est que lui, il a que 4 pattes, donc il va avoir un impact. Le cheval, en fait, ça peut être pas mal dans certaines solutions. Ça peut être bien dans certains cas, ça peut être très bien, mais il faut faire attention, c'est pas dans tous les cas, parce que vraiment, lui, il va forcément faire beaucoup plus de trajets. Et il a quand même un impact selon son poids, il a que 4 pattes, donc sur ces 4 pattes, à chaque fois, il va faire le même poids. L'avantage de certaines machines, c'est que le poids est mieux réparti. Mais bon, après, c'est relatif. Faut faire attention. Mais, comment ? Et mettre les rémanents, oui, je n'ai pas parlé des rémanents. Éviter d'exporter systématiquement les rémanents, ça c'est très important aussi. Les rémanents, c'est tout ce qui est branches, les petites branches qui sont de très faible de diamètre, où il y a toutes les aiguilles ou toutes les feuilles dessus. Ça, il faut absolument que ça reste sur les coupes, parce que ça, en pourrissant, ça remet de l'engrais dans le sol. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Diversifier les essences. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Là, c'est le chêne rouge en automne, précise. Le cèdre, et là, nous avons l'acacia. Donc, il faut diversifier les essences, bien sûr, tant qu'elles sont en station. Faire des mélanges, si possible. Comme ça, plus vous avez des essences, moins vous avez de risque que toutes les essences soient impactées ou fortement impactées par le changement climatique. Si vous en avez qu'une, si celle-là, elle est impactée, là, vous ne pouvez rien faire. Les peuplements plus résistants, l'avantage aussi du mélange d'essences, c'est au niveau du sol. Elles n'ont pas toutes, alors là c'est les différentes prospections des racines au niveau de la profondeur du sol. Donc là c'est l'exemple du chêne pédonculé, donc c'est le chêne du Ségala. On voit bien que lui, il peut descendre jusqu'à 120 mètres, 120 cm, donc 1,20 m. 120 cm. Il suit quand même. Et moi je. Bref. Donc bon, on sait qu'il peut descendre très bas. Donc maximum jusqu'à 40 cm. Mais il peut aller encore très bas. Ça c'est le sol marceau, donc c'est un arbre qui est plutôt en zone très humide. On voit qu'il peut aussi aller très profondément. Le peuplier tremble, lui au contraire, il va que jusqu'à 60 cm. Le charme, il peut aller aussi assez profondément, même s'il y a beaucoup en surface. Le hêtre, étonnamment, il descend pas très bas, 40 cm. Étonnamment. Et le merisier descend un petit peu, jusqu'à là c'est 60 cm. Donc l'avantage aussi d'avoir un mélange d'essence, c'est qu'au niveau des racines, il y a aussi une stratification qui se fait. Il y a... Comment ? Ça descend pas plus gros que ça ? Les plus grosses sont vraiment bien en surface. Il y a des très très fines, après c'est les champignons souvent, par mycorhize, qui vont intervenir et qui vont aller plus loin. Mais les racines en elles-mêmes ne descendent pas très profondément. Le hêtre a un enracinement traçant, on appelle, il n'a pas de gros pivots qui descendent profondément. Selon les espèces, le type d'enracinement est très différent. Après là, c'est la majorité des racines. Il peut y avoir des toutes petites racines vraiment, mais qui peuvent être
très importantes par contre, notamment dans les périodes de sécheresse, qui vont descendre plus bas, mais là, le graphique, c'est la majorité... Il faut que ce soit des racines aussi assez grosses pour qu'on les voie. Souvent, il y a des toutes petites racines très très fines, les micro-racines qui peuvent descendre plus bas, qui vont chercher l'eau, mais elles, souvent, on ne les voit pas. Retenez que dans les 60 premiers centimètres de surface du sol, vous avez 80% des racines d'un arbre. Voilà. À l'exception du chêne qui peut descendre très très bas, les autres, après, ils limitent à la surface. J'ai résumé tout ça, et les associations qui peuvent se faire un peu, les associations mycorhiziennes avec aussi les bactéries. Et ça aussi, les associations mycorhiziennes dépendent de l'espèce. Donc si vous avez plusieurs espèces d'arbres, vous avez différentes espèces de champignons mycorhiziens associés qui vont elles aussi prospecter différents éléments du sol. Donc il n'y a pas que les racines de l'arbre, il y a aussi les mycorhizes qui permettent d'avoir accès à l'eau. Au niveau du mélange, il y a quelques espèces qui, par exemple le chêne, il ne peut pas être recouvert par les Ah oui, non, mais... Après, il y a une sylviculture, il faut faire attention. Les mélanges, derrière, il faut faire la sylviculture qui va avec. Effectivement, il faut faire attention. Il faut faire attention qu'une espèce ne gagne pas l'autre au niveau de la croissance en hauteur. C'est un suivi, effectivement. Après, le comportement des espèces en mélange est différent du comportement des espèces de façon individuelle. Si vous avez une parcelle de glace et vous goûtez une parcelle de chêne rouge, n'essayez pas d'imaginer le comportement individuel qui soit similaire si vous les mélangez. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais quand vous avez une plantation vraiment mélangée pied à pied, vous pouvez avoir des choses assez spectaculaires et qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc j'ai en tête notamment une parcelle effectivement de mélange Douglas chêne rouge. On aurait pensé que le Douglas aurait complètement enlevé le chêne rouge, ce n'est pas du tout le cas. Le chêne rouge justement a été stimulé par la croissance du Douglas et on a quelque chose qui est à peu près similaire. Donc il faut vraiment faire attention à ça, c'est-à-dire que les co-bénéfices entre plusieurs espèces plantées en mélange sont très importants. Mais effectivement, après, il y a la sylviculture qui intervient et qui va après privilégier peut-être tel ou tel en fonction de la volonté du propriétaire, du comportement de l'espèce, du comportement de l'espèce. Ce qui est possible aussi, c'est une stratification. C'est une possibilité. Donc ça a un effet de protection de rayonnement sur les petits. Donc c'est possible, pas sur toutes les espèces non plus. Il faut faire attention, c'est possible sur des espèces qui sont capables de supporter un certain recouvrement dans le jeune âge. Meilleure reprise de la végétation après incident. Il y a le renouvellement souvent qui est déjà mis en place, donc s'il y a une tempête, quelque chose, il y a déjà les jeunes plants, enfin les jeunes pousses, les jeunes semis plutôt. Et un manque de connaissances sur l'influence du bilan hydrique réel. Ça, on ne sait pas du tout, du coup, si ça diminue, si la stratification va diminuer la quantité d'eau disponible pour chaque arbre. Ça, on ne sait pas. Ça, typiquement, c'est la stratification que vous l'obtenez quand vous gérez les forêts de façon irrégulière. C'est-à-dire que vous avez plusieurs âges sur la même parcelle, donc naturellement vous avez des petits et des grands, et donc vous avez une stratification verticale de la forêt. Alors le principal intérêt en fait, c'est la résilience, c'est la capacité de la forêt à se remettre d'un événement brutal ou d'un événement de mortalité. C'est-à-dire que vous avez déjà en place les petits ou les moyens qui vont prendre le relais de production. Voilà, c'est en ça qu'on dit que c'est plus résilient. Après, au niveau de la résistance des arbres, c'est encore sujet à discussion. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez maintenir les gros et vieux bois morts, comme ça, on voit un exemple, parce que c'est des réserves pour les petits insectes, certains champignons, c'est des réserves pour entre guillemets, pour la biodiversité. Et donc ça vous dérange pas de garder ça sur les parcelles, ça n'a aucun impact négatif sur les autres arbres. Au contraire, c'est un réservoir de biodiversité. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. C'est joli. Ça peut être joli. Après, le joli, c'est subjectif. C'est subjectif pour chaque personne. Juste un autre élément, alors qui peut faire polémique, mais pour avoir des peuplements plus résilients,
notamment en gestion irrégulière, mais pas que. Si vous voulez faire de la régénération naturelle, entre autres, il faut qu'il y ait un équilibre sylvo-cynégétique au niveau de la forêt, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de grands gibiers qui va impacter négativement la présence de régénération naturelle. Donc en fait, le fonctionnement naturel de l'écosystème se fait avec une population de grands gibiers limitée. Sinon, la forêt ne peut pas se renouveler. Quand on appelle grand gibier, c'est chevreuil principalement et le cerf aussi. Alors on n'est pas trop impacté encore pour le cerf ici, mais on a beaucoup de chevreuils. Les chevreuils, clairement, impactent clairement les jeunes semis, quoi. On a très peu de régénération naturelle à cause de ça. La sylviculture dynamique, qu'est-ce qu'on entend par là? Faire une sylviculture dynamique, c'est faire des éclaircies d'une intensité pas trop importante, mais assez quand même, pour avoir un impact sur le bilan hydrique des peuplements directement liés à l'indice foliaire. L'indice foliaire, c'est la quantité de feuilles que l'on voit dans le ciel. On regarde vers le haut des arbres. L'intervention régulière, donc c'est faire des prélèvements régulièrement, sans que ce soit trop important. Si justement on intervient comme ça, c'est à peu près, on va dire pour certaines essences, c'est tous les 10 ans, quelque chose comme ça, entre 7, 10 ans ou un peu plus, ça dépend des essences, ça dépend du stade du peuplement. Mais quand il y a des interventions régulières où on enlève quelques arbres par-ci par-là, ça a un impact positif sur le bilan hydrique, sur aussi, bien sûr, le statut, enfin le comportement du peuplement. Voilà. Oui, c'était de dire là, éclairci parmi les arbres dominants. En fait, au niveau du bilan hydrique, si vous enlevez un petit qui est dominé, ça ne changera pas le bilan hydrique parce que c'est pas lui qui capte le plus d'eau. Donc en fait, l'important dans les éclaircies, mais ça c'est de toute façon en général pour la sylviculture, c'est d'aller prélever parmi les arbres codominants, quoi, hein. Donc ceux qui sont le plus haut. Donc ensuite le suivi régulier, donc ça c'est, comme je disais, vous pouvez le faire quand vous vous baladez comme ça à l'occasion dans votre forêt. Il y a souvent, alors les peuplements, le dynamique d'un peuplement, ce qu'il peut faire c'est, il y a plusieurs choses. Donc là vous avez un exemple d'un arbre sain, donc là c'est sur le sapin. Il peut être stressé, avoir beaucoup d'aiguilles en moins. À partir de là, effectivement, s'il n'intervient pas, il peut avoir un dépérissement irréversible. Il a vraiment trop perdu, il n'arrive pas à réagir, et là, ça peut conduire à la mortalité. Mais ce qu'il peut faire aussi, les arbres sont résilients, peuvent l'être. S'ils interviennent, s'ils font les choses, là par exemple, cet arbre-là, il a fait ce qu'on appelle des gourmands particuliers, qui lui ont permis de reconstituer le manque de feuilles ou aiguilles qu'il avait perdu au moment de son stress. Donc, c'est pas parce qu'on voit un arbre qui est stressé, qui a perdu beaucoup de feuilles et qui se comporte pas bien que forcément il va mourir. C'est pas linéaire. Ils sont capables de se refaire une santé, de faire ce qu'on appelle donc la résilience. On avait mis en place aussi des suivis archi sur du Douglas en Aveyron et dans le Tarn, où suite aux sécheresses, notamment en 2003, il y avait eu pas mal soit de mortalité, soit, comme dit Jean-Pierre, des arbres vraiment où on avait l'impression qu'ils allaient mourir. Et donc on a installé ce type de suivi archi. Et là, donc depuis 2003, on voit que les arbres ont refait des gourmands et donc se sont finalement refait le houppier et continuent à croître. Et pour l'instant, les mortalités sont sur certaines placettes pas si dramatiques que ça. Pour dire effectivement, et cet outil nous sert à un moment donné aussi au moment du marquage des arbres pour, alors dans l'idéal, essayer de choisir des arbres qui seraient plus à même d'être résilients. Hein. Voilà, après c'est vraiment du bon sens en fait, et c'est de dire il faut regarder au mieux la nature, savoir comment l'arbre vit et pour prendre le moins de risques en fait, c'est ça, hein, puisque nous c'est vrai qu'on travaille sur tellement des périodes tellement importantes que c'est de limiter le risque, de voir un dépérissement brutal et je vous sens très poli, vous me caressez dans le sens du poil, parce qu'en fait localement on fait rien de tout ça,
On fait rien de tout ça. Les reboisements, moi, j'aperçois que 9 fois sur 10, il y a une seule essence. Il n'y a quasiment jamais de mélange. C'est comme nos banlieues, un petit peu, quoi. Et finalement, quand on fait des coupes, c'est des coupes franches, là, ça négocie sur 300 mètres de large. Et on sort derrière, c'est un gros vernier, on fait rien de tout ça. Ben, alors, je ne suis pas forcément d'accord avec vous, dans le sens où, ici, contrairement, alors, si on compare notre situation du Ségala par rapport à d'autres situations ailleurs, alors que ce soit en Occitanie ou dans le Limousin à côté, on a quand même, heureusement, une propriété privée qui finalement, certes, c'est un frein pour le développement, mais qui est morcelée. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de petites parcelles. Et donc, par voie de conséquence, on a quand même des petites coupes en surface de la coupe. Si vous prenez des exemples ailleurs, que ce soit dans le Limousin ou je connais bien aussi l'Aveyron, là, effectivement, on peut avoir des propriétés beaucoup plus grosses et avec, du coup, forcément, des coupes qui peuvent être sur des surfaces très importantes. Et là, ces cas de figure-là, nos préconisations sont d'autant plus vraies. Cela ne veut pas dire que chez nous, effectivement, il faut qu'on arrive à faire peut-être plus de mélange sur des parcelles plus grandes qui sont après aussi plus faciles à gérer d'un point de vue économique et sylvicole. Ces préconisations-là, ce que je veux vous dire, c'est qu'elles sont vraies partout, mais d'autant plus quand on a des configurations de type un peu industriel ou en fait sur des grandes Alors, surfaces. pour répondre sur le mélange, il y a aussi, comme disait Marine, le fait qu'on a des petites parcelles. Effectivement, ici, souvent, il peut y avoir des plantations avec une seule essence. Pourquoi? Parce que la plantation fait moins d'1 hectare. Et 1 hectare, c'est vraiment, c'est pas assez pour pouvoir faire un mélange. Si on arrive à plus de 2 hectares, 2, 3 hectares, là on peut largement, parce qu'il faut réfléchir après la sylviculture. 1 hectare, après il va falloir faire des éclaircies successives, et les premières éclaircies, souvent, selon comment ça a été planté, ne font pas du très très gros bois. Donc si on a un seul produit, ça sera plus facile à vendre au niveau de l'éclaircie. Donc ici, oui, souvent il n'y a qu'une seule essence pour le moment, parce que on a des toutes petites plantations. On n'a pas des plantations de 10 hectares ici. Moi, j'en connais pas une seule. Par contre, des petites plantations de moins d'1 hectare ou 1,5 hectare, des fois jusqu'à 2 hectares, il y en a quelques-unes. À partir de 2 hectares, on peut commencer à réfléchir à faire du mélange. En dessous, c'est délicat pour le suivi, parce que si on fait un mélange pour qu'après le propriétaire ne puisse pas faire les éclaircies parce qu'il n'arrive pas à les vendre, c'est pas la peine. Parce que du coup, il n'y aura pas la sylviculture et le peuplement va trop se fermer et ne va pas réussir à évoluer correctement. C'est pour ça, dans ce cas-là, et comme disait Marine, c'est parce qu'on a des petites propriétés ici. Mais cela n'empêche que nous, quand le propriétaire effectivement est intéressé pour faire du mélange, on va de toute façon le conseiller évidemment, même sur des petites parcelles. Si l'intérêt du propriétaire n'est pas économique, évidemment, nous, notre conseil aussi s'adapte à la volonté du propriétaire sur sa parcelle, sur sa propriété. Je ne vois jamais de plantation avec des mélanges. Pourquoi ce ne serait pas plus simple finalement de le faire sur une petite échelle? Alors les mélanges, je vais répondre. Les mélanges, en fait, on les fait, mais on les fait par bouquet souvent, essentiellement. Voilà. Pour des questions de praticité de la gestion. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on est face à un propriétaire forestier, déjà ils ne sont pas toujours très motivés pour faire des choses chez eux. Mais si en plus on leur dit qu'on va faire un mélange qui est à pied, qui à terme va leur coûter des sous, etc., en général, on se heurte à un mur. Donc après, on est confronté à deux choses. Il faut à la fois lier le côté écologique et le côté environnemental et le côté économique. Donc on est obligé de faire des côtes mal taillées, donc on fait plutôt des mélanges par bouquet, des bouquets du genre de 1, 1,5, 1,5 hectare, etc. Alors effectivement, on est du coup en mono-essence. Le mélange qui est à pied est très difficile parce que je vais vous expliquer pourquoi. Si vous prenez par exemple un résineux et un flux, je prends un hasard extrême, volontairement. Déjà, l'âge d'exploitabilité d'un peuplement feuillu, c'est à peu près le double de celui d'un peuplement résineux. C'est-à-dire, en gros, je veux dire, pour un résineux classique, on exploite entre 50 et 60 ans, pour un feuillu, on exploite entre 90 et 120 ans. Donc vous comprenez bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va s'entrechoquer, il y en a un qui va arriver à terme avant l'autre. Le problème, c'est que quand on veut faire du pied à pied, avec les moyens modernes d'exploitation aujourd'hui, si on sort du bois, on est obligé d'employer les moyens modernes, parce que les moyens qu'on utilisait il y a 100 ans, même les chevaux, ça je l'entends, c'est presque possible, mais après, derrière, l'économie, on ne passe plus.
Donc si on passe plus, moi je n'ai quasiment jamais un propriétaire qui me dit moi je suis prêt à perdre de l'argent. Si je lui dis ça, il me dit d'accord, il m'écoute, il rigole, et une fois que j'ai tourné les talons, il dit quel compte, et en général, il ne fait rien. Donc on se retrouve avec des quantités de forêts impressionnantes à l'abandon, et beaucoup de gens le décrivent, nous les premiers, parce qu'en fait derrière on n'a pas l'économie qui permet de pallier le surcoût et la défaillance. Alors après on nous dit la forêt dépérit, on nous dit on ne s'en occupe pas, on ne la gère pas. Donc il nous faut à la fois combler sur les deux tableaux, arriver à faire une solution qui soit économiquement acceptable, sans pour autant renier complètement le côté écolo et le côté environnemental, parce qu'on est quand même obligé de tenir compte. Comment voyez-vous l'avenir? On va avoir que des blocs qui sont tous pareils. Moi je ne suis pas très inquiet pour un département comme le nôtre, pour la bonne et simple raison, c'est que je vais vous citer un exemple, un chiffre qui est tout bête. La zone montagne Ségala ici, c'est 25 000 hectares de forêt. La moyenne de reboisement par an, c'est en gros une centaine d'hectares. Donc déjà, faites un calcul mathématique, vous allez voir, on arrive à plusieurs siècles avant d'avoir retrouvé tout ça. Donc déjà, ça donne une idée de... Alors c'est vrai que des fois, quand on ouvre les volets et qu'on voit un truc qui a changé le paysage juste en face chez soi, c'est souvent dramatique. Alors après, il y a aussi un autre phénomène, on voit de plus en plus des gens qui sont anti-résineux, etc. Moi j'ai envie de vous dire, c'est pas le résineux qui pose un problème, c'est le salaire. Parce qu'aujourd'hui, moi je discute souvent avec des architectes ou avec des constructeurs, et quand les gens font leur maison, on leur propose une charpente en chêne qui vaut 2 fois le prix de la charpente résineuse, ils prennent la charpente résineuse. Mais alors quand la charpente résineuse elle arrive en Finlande, ils prennent encore celle-là parce qu'elle est encore 30% moins chère que le résineux français. Donc moralité, bilan carbone, on passe à la casserole, et on se retrouve avec du résineux partout, et nous, pour répondre à l'économie et produire du bois résineux, on plante des histoires. Voilà. Donc si vous voulez, à un moment donné, il y a plein de choses à changer dans ce monde, mais on ne le fait qu'à dose homéopathique, et moi je n'ai aucune inquiétude, soyez tranquille, le Ségala ne sera jamais intégralement résiné. Vous aurez encore une grosse proportion de feuillus, il n'y a aucun problème là-dessus. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, mais j'ai plus d'inquiétude. Je suis tout à fait convaincu de mon ressenti, mais... Non mais... Voilà, les proportions sont celles-là. Exactement pas, on a les chiffres, on a les stats, on a les trucs, on peut vous les sortir si on voulez. C'est très grave. Non, mais évidemment, ça change. Mais d'abord, le paysage, l'environnement change. Après, il ne faut pas. Au niveau reboisement feuillu, on replante du feuillu. Seulement, ceux-là, vous ne les voyez pas, parce qu'ils sont au milieu du feuillu. Par contre, un résineux bien vert. Ah non, on ne plante pas que du chêne d'Amérique. On a des plantations chêne Cécile, être de moins en moins, parce que bon, on a un autre problème derrière. Du châtaignier, alors ça c'est plutôt de l'arboriculture. Le châtaignier, on rentre dans des productions agricoles. Bon, après, le châtaignier, souvent c'est du renouvellement naturel par taille, ce qui se faisait traditionnellement. Après, je vais retourner ma casquette, je vais peut-être changer de veste, je pense que c'est de la santé des forêts. Quand moi, technicien forestier, j'arrive, que les gens veulent planter, mettons, même du châtaignier forestier. Au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai aucune plantation châtaignier forestier sur le département du Lot qui a réussi ces 30 dernières années. On a tout le temps des peuplements qui dépérissent avant d'arriver à terme. Alors autant en arboriculture, on peut lutter contre les champs, contre les insectes, contre etc. Qui peuvent arriver, autant certaines maladies, on ne peut rien faire, et y compris en forêt et en arboriculture, parce que par exemple les châtaigniers forestiers, on a des maladies qui s'appellent les phytophthora, et là je vais foutre encore le pied dans la mare, qui nous arrivent de l'extérieur. Alors ça, moi je suis favorable à la suppression du train, de l'avion et du bateau. Parce que comme ça, les gens ne circuleraient plus à travers la planète et ne ramèneraient pas les maladies de l'extérieur. Il faut quand même savoir qu'il y a un bon paquet de maladies, qu'elles soient agricoles ou forestières, qui nous sont arrivées ces 30 dernières années par la mondialisation et par les voyages. Moi je ne citerai qu'un exemple où j'ai vu un jour, je ne vais pas dire quelle essence, etc. J'ai vu des gens qui, pour faire du profit, ont été achetés du plan dans mon pays à côté. Ce plan a été contaminé, il est arrivé dans le Lot, et moi quand on m'a appelé, je suis arrivé avec le camion rouge, parce qu'il y avait vraiment le feu, et on a eu un cataclysme sanitaire derrière. Tout ça parce qu'il y a des gens qui ont voulu faire des sous, acheter des trucs moins chers, mais avec des plantes qui n'avaient pas les passeports phytosanitaires adéquats, et qui étaient contaminées par des insectes ou par des champignons. Comme ça aussi, c'est arrivé la biodiversité. Je suis d'accord avec vous. Mais bon, alors après, c'est vrai que la nature fait bien les choses parce que par moment, on voit qu'il y a certaines arbres qui résistent à des maladies, un peu comme la grippe. Des gens qui peuvent vraiment effiler et puis il y en a d'autres qui l'attrapent. Là, c'est un peu pareil au niveau des arbres. Mais c'est vrai que ça nous pose des problèmes. Moi, je suis plus inquiet des maladies émergentes qui arrivent de l'extérieur, qu'on nous ramène, que des problèmes de changement climatique. Parce que je m'aperçois que le changement climatique, même si la température a augmenté de 11 degrés ces 10 dernières années,
les arbres réagissent quand même relativement bien. Alors, je ne sais pas ce qui se passera à 7 ou 8, quand même, pas oublié. Mais toujours est-il qu'ils ont quand même relativement bien réagi par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre. Mais il y a, alors, tous ces paramètres-là, quand on est des techniciens forestiers, on est obligé d'en tenir compte, de prendre tout ça en ligne de compte, le propriétaire en face, l'économie derrière. Parce qu'on dit, si on lui fait faire un truc et qu'après il ne peut pas vendre son bois et qu'il ne peut rien faire dedans, etc., au bout d'un moment, comment on fait quand même le marché tous les samedis dans le coin du village, là, on trouve des fois nos propriétaires, donc si on fait un loupé, ils vont pas tarder à le dire. Et les forêts nationales, des cas où elles ne pourraient pas être gérées avec un outil de... L'État fait comme nous. Si, mais l'État fait comme nous, mais il est contraint au même... voilà. Il faut bien quelqu'un. Par exemple, je vous cite un exemple, on a une super exemple qui s'appelle le hêtre. Moi, depuis la tempête de 99, j'ai les cours du hêtre qui ont été divisés par 2, et aujourd'hui, on ne remonte pas ces cours. Bah aujourd'hui, moi, j'ai plus personne qui m'achète du hêtre. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Ici, sur le secteur, j'ai énormément de problèmes pour vendre du hêtre, alors que j'ai des super hêtres, et c'est un super bois, et on fait des trucs extraordinaires avec du hêtre. On avait des gros utilisateurs de hêtre dans la région qui, en plus, ont eu la malchance de tout claquer sous la porte. Et donc, du coup, on n'a plus le marché, on n'a plus les prix, et derrière, quand vous avez un propriétaire, machin, milieu, vous lui dites, je vous propose de planter une essence, mais je suis à peu près certain que vous ne la vendrez pas. Il me regarde à 2 fois, parce que quand même bien se dire que la forêt, c'est un investissement financier. Donc c'est ça que les gens ne voient pas. Certes, on peut faire la régénération quand on a une qualité génétique, quand on a des plantes de bonne qualité, quand on a une station qui le permet, etc. Mais on ne peut pas tout. On a parfois un capital génétique qui est des fois suranné, qui est des fois dégradé, et que là, on est obligé de passer par un renouvellement de la forêt, ce qu'on appelle la transformation, et donc la replantation. Et quand on fait ces choix-là, c'est des choix très coûteux, risqués, parce qu'il y a toujours le risque feu, il y a toujours le risque maladie, il y a toujours le risque chevreuil, il y a le risque vandalisme, contrairement à ce que vous pouvez penser. Moi, j'ai plein de gens qui me ramassent des sapins de Noël dans les plantations. J'ai le risque dégradation par des gens malveillants, ils passent, de l'arbre, tac, 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 ils en font 3, 4, 5, etc. Enfin, on a plein de choses qui font que, pour un propriétaire forestier aujourd'hui, et là je me fais leur avocat, c'est très difficile aujourd'hui d'investir, c'est très coûteux. En fait, avec la forêt aussi, on peut atténuer le changement climatique, parce qu'il faut bien voir quand même que la forêt, donc le deuxième puits de carbone mondial, elle capte le CO2. Donc la forêt française capte chaque année entre 10 et 15% des émissions nationales de gaz à effet de serre, et qui sont le principal responsable du réchauffement climatique. Donc en fait, le rôle de la forêt est important, et de plus en plus d'ailleurs, on est sollicité par des entreprises plutôt avec un objectif marketing, de dire on a une image verte, etc. Mais pour planter des arbres, puisqu'effectivement, en plantant des arbres ou en améliorant sa forêt, on stocke plus de carbone. Alors là, c'est le principe en fait des 3 S. Donc, via la photosynthèse, je vous dis, la forêt capte du CO2, donc elle la séquestre en forêt. Mais elle la séquestre aussi, on la séquestre aussi quand on produit des bois, des meubles, des charpentes. Donc ce CO2, il est stocké dans les produits bois. D'où aussi l'importance d'avoir une sylviculture et une façon de gérer sa forêt qui, à la place de produire du bois énergie, qui va partir en fumée, va produire une proportion plus importante de bois d'œuvre, donc ce qui vous dit charpente. La charpente, elle va durer, j'en sais rien, peut-être les fermettes pas très longtemps, mais en tout cas, les charpentes traditionnelles duraient 500 ans, c'était pas un problème. Donc pendant 500 ans, vous avez le CO2 qui est stocké dans votre charpente plutôt que de repartir en fumée sous forme de bois de chauffage. Donc c'est ce qu'on appelle le stock dans les produits bois. Et après, il y a un troisième élément, c'est la substitution du bois à des énergies fossiles. Effectivement, quand vous faites une charpente en bois plutôt qu'une charpente métallique, ou quand vous brûlez du bois plutôt que du fioul, c'est déjà un peu mieux de brûler du bois plutôt que du fioul, donc vous avez une substitution. Voilà, c'est ce qu'on appelle les 3 S. Donc, en étant propriétaire forestier, vous avez aussi un petit moyen de lutter à votre niveau contre le changement climatique en ayant une sylviculture dynamique qui permette à la forêt de capter du CO2 et de substituer aussi aux matériaux fossiles.
Ça vous paraît logique ce que je raconte? Ça, vous en aviez déjà entendu parler? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très à la mode et je vous dis, on a de plus en plus de sollicitations d'entreprises qui veulent mettre de l'argent en forêt pour capter donc le CO2. Oui. Pour l'absorption du CO2, est-ce qu'il y a des différences suivant les essences? Ah oui, parce que c'est très dépendant de la croissance et de la vitesse en fait de production de la matière. Donc forcément, si par exemple le chêne vert qui pousse très lentement fixera à une échelle de temps donnée moins de carbone par exemple qu'une essence, on parlait tout à l'heure du chêne rouge par exemple, que le chêne rouge. Voilà. Mais cela dit, les deux quand elles sont en croissance, quand elles quand elles produisent du bois, c'est-à-dire la matière, et bien elles stockent le CO2. Mais donc, effectivement, il y a des différences selon les essences. Vous avez une règle toute simple. Plus de bois est lourd, plus il stocke du carbone. Bois sec. On est d'accord. Le bois vert, il y a beaucoup d'eau, donc les chênes stockent plus, par exemple, que les peupliers. Oui, mais pas vite. Ah ben pas vite. Mais bon, voilà. Mais en général, après, pour la durée dans le temps, en termes de poids... Effectivement, au niveau national, on a une personne qui est chargée du carbone là, au CNPF et qui fait ce genre de calcul de quantité de carbone stocké par hectare de forêt selon différents scénarios. Par exemple, vous dites je veux planter du chêne vert ou alors je veux planter autre chose. Je veux faire une éclaircie à tel pourcent et pour produire tant de pourcents de bois d'œuvre, ça va stocker X tonnes de CO2. Voilà. Ça, c'est des choses que l'on sait faire. Par rapport à ça, par rapport à la captation du carbone, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion qui est faite au niveau gouvernemental et ministériel pour aider, favoriser justement la plantation Si, on y est en plein dedans. On a... c'est sorti un label bas carbone, alors qui est plus général qu'à la forêt, mais dont on a une déclinaison en forêt, où on a 3 itinéraires sylvicoles qui ont été labellisés par le ministère de l'écologie, en disant, mais si vous suivez ces 3 itinéraires, on certifie, le ministère certifie que vous captez tant de tonnes de CO2. Donc les itinéraires sont valables pour le boisement de terrain agricole, pour les éclaircies de taillis avec donc ça c'est le truc de la substitution. À la place de faire du taillis pour produire du bois de chauffage, vous faites un itinéraire sylvicole avec du balivage qui va avoir pour objectif de créer du bois d'œuvre. Typiquement ici, sur les châtaigneraies, l'écrasante majorité des châtaigneraies que vous voyez autour de vous, c'était des productions pour faire du piquet, donc de taillis simple. Dans les meilleures conditions de station, vous pouvez produire potentiellement du bois d'œuvre, mais en faisant donc des interventions précoces, qui sont coûteuses d'ailleurs pour le propriétaire. Et donc, bientôt, dans les années à venir, on espère que des entreprises mécènes pourront s'engager à payer les interventions chez le propriétaire donc de sélection de ces tiges de taillis pour faire du balivage, avec un objectif de produire du bois d'œuvre, et que le propriétaire soit rémunéré pour faire ça. Alors, on a un premier exemple expérimental en Aveyron, là, qui va être fait. On a 2 hectares de balivage de taillis qui va être payé par le réseau La Poste, pour les citer, qui sont mécènes. Voilà. La Poste achète des certificats carbone, c'est ça que ça veut dire? En fait, non, c'est pas le marché contraint de la compensation carbone, c'est le marché volontaire. Donc La Poste le fait dans un objectif d'image en fait, en disant, écoutez, comme Air France l'a annoncé aussi, je vais volontairement payer des propriétaires qui stockent plus de CO2 chez eux. Le ministère va me labelliser mon action, mais ce n'est pas une obligation pour eux de le faire. C'est juste pour leur image. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est le marché carbone obligataire, là. Et à ce jour, en forêt, moi, je ne connais pas... ils payent souvent pour les crédits carbone, quoi. Voilà pour ça. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler Flore et Jean-Pierre. Il y a un certain nombre de sites internet qui sont bien faits. Donc, il y a les sites de Météo France et Drias Climat. Donc, je ne sais pas si sur la feuille d'émargement, tu as mis les adresses internet des personnes. Non, mais vous pouvez les répéter si vous voulez. Voilà, si jamais vous voulez des Est-ce que tout le monde a informations. signé d'ailleurs la fiche? Il me semble qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas signé. Voilà. Si je compte bien. C'est des sites internet où, franchement, n'hésitez pas à y aller parce que c'est
très intéressant. Sur Météo France, vous pouvez avoir des simulations locales sur les évolutions du climat, des précipitations, des températures estivales. Enfin, vous avez un truc qui est très bien fait avec des simulations sur tout ça. Après, il y a nos sites internet de forêt privée française où vous avez des détails sur notamment BioPrimSol, l'outil que je vous ai présenté. Vous avez aussi des détails sur le carbone et la forêt. Et puis Forecast, qui est un projet qui est fait sur le Haut-Languedoc, justement sur la meilleure adaptation des forêts au changement climatique. Et il y a tout un tas d'actualités aussi sur cette thématique. Et juste pour finir, de dire qu'effectivement, la réunion qu'on organise aujourd'hui est faite dans le cadre du post-PDM du CEGALA et que Flore Giraud est toujours à disposition si vous voulez des conseils gratuits chez vous, si vous vous posez des questions sur comment mettre en place tout ce qu'on a dit chez vous. Et puis, vous dire aussi que grâce au Grand Figeac, il y a des aides qui existent toujours sur la possibilité de planter ou de replanter, sur améliorer sa forêt. Et la mairie de Soussérac. Et la mairie de Soussérac aussi. J'ai mis Grand Figeac parce qu'on est à la Batude, mais pour les habitants de Soussérac, vous avez le même dispositif à Soussérac. Merci à vous en tout cas d'être venus. Je crois que c'est 3%.